Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Ferrer, qui est la directrice adjointe du CHU de Toulouse, dans le cadre de cette série d'interviews « Parlez-nous de votre RSE ». Quand j'ai fait une recherche sur Internet, en tapant simplement ne serait-ce que CHU Toulouse, donc évidemment j'ai trouvé des chiffres sur le fonctionnement de la structure. J'ai mesuré à quel point il y avait un nombre important de salariés et que c'était une très très grosse maison. On parle beaucoup d'Airbus toujours, mais le CHU est un employeur majeur quand même de la région. On a plus parce qu'on compte souvent Airbus et les sous-traitants. C'est ça. Mais nous tout seuls, on est plus grand qu'Airbus. C'est ça, hein, c'est ce que c'est un défi colossal. Absolument, c'est ce que j'ai pu mesurer. Et puis après, je suis tombée sur un article de la Dépêche où vous évoquiez des mesures qui avaient été prises en faveur de l'égalité hommes-femmes et que vous avez portées, vous, dès 2017. Et puis ensuite, donc des éléments sur du développement durable en termes de traitement de déchets ou de mobilité, des choses comme ça. C'est pour ça que j'avais proposé aussi de mettre, de placer notre entretien sous cet angle du développement durable à la RSE. C'est-à-dire que j'imagine justement que la question du développement durable elle est majeure. On imagine très bien la question du déchet, celle de la mobilité des salariés. Donc là, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de l'évidence. Mais voilà, c'est la question de l'égalité homme-femme et puis celle, je suppose aussi, du bien-être des salariés qui, dans cette année 2020, a été énormément discutée. Elle a dû peut-être, alors je ne sais pas, après vous me le direz, si ce n'est prendre le pas, en tout cas arriver dans le débat sur la RSE au sein de l'hôpital. Vous avez complètement souligné à la fois les enjeux et les défis qui s'imposent au CHU de Toulouse en sa qualité de 4e établissement santé de France, parce que tout de suite, dès qu'on commence à regarder les chiffres, on peut mesurer le gigantisme de la structure. Et pour autant, c'est l'ardente obligation à faire mieux, précisément parce que il serait non responsable et en tout cas pas moderne de se priver d'un screening de nos activités, à la fois à travers les besoins de ce que l'on appelle classiquement les parties prenantes, internes, externes, mais aussi de mesurer de façon, je dirais, tous azimuts, quelle est l'empreinte positive ou négative. Quelle est l'empreinte tout court de notre structure sur son environnement? Le CHU de Toulouse, en quelques chiffres, parce qu'il donne la mesure de l'ampleur de la tâche qu'il nous incombe de relever tous ensemble, parce que je dirais que c'est là où va se créer, j'y reviendrai, le vrai facteur de mobilisation, c'est qu'effectivement, on est très nombreux. Il y a 15 800 personnes au sein de cet établissement, mais c'est aussi 15 800 personnes susceptibles par leur comportement, par leur intervention personnelle ou professionnelle, d'un coup, de transformer ce qui peut être une politique institutionnelle lambda, de ce qui peut devenir un engagement sociétal majeur. Parce qu'on est le premier employeur, parce qu'on a une activité très lourde, on a une responsabilité supplémentaire et en tout cas, on a une capacité d'interrogation et de motivation de nos équipes probablement à renforcer encore et en tout cas à investir. Et l'investir, non pas uniquement par le biais du top management, c'est son rôle, mais ça n'aura de sens qu'à partir du moment où ça diffusera. Et aujourd'hui, ce défi-là est à relever collectivement, dans un environnement, vous l'avez souligné dans votre introduction, très perturbé par la crise du Covid. Et là encore, il y a deux manières de le voir. En se disant, après le Covid, on en reviendra au point de départ et on refermera une parenthèse. Personne ne le vit aujourd'hui comme ça dans les hôpitaux, tout simplement parce que pour nous, ça a été en continu, une mobilisation hors norme, une expression de solidarité aussi hors normes, internes, externes, et un questionnement de nos organisations, de nos process, et un questionnement pour le top management de la meilleure manière d'accompagner les soignants qui se retrouvaient exposés à une épidémie que seuls
pouvait prendre en charge. Alors, j'entends soignants, nos propres soignants CHU, mais tout ce que l'on a mis en place, c'était nos soignants, c'est-à-dire en lien avec les cliniques, en lien avec les médecins traitants. Donc, une nouvelle fois, on aborde une responsabilité sociale d'entreprise qui s'ouvre, qui s'aère et qui n'a de sens que dans un maillage beaucoup plus large. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le Covid, pour nous, n'a pas été un temps de césure, bien au contraire, mais participera à la réinterrogation et au partage de tous ces éléments que l'on doit porter probablement même d'une manière plus large que par les seuls hospitaliers. Donc, je vous ai dit 15 800 personnes, c'est aussi quasiment 3 000 lits, donc 3 000 patients hospitalisés au bénéfice desquels on réalise plus de 50 000 interventions chirurgicales par an, plus de 5 000 accouchements. Il bénéficie de 300 000 séjours et de plus de 900 000 consultations externes. Donc, on peut aborder la RSE ou le développement durable, puis la RSE, à la fois à travers les patients qui nous font confiance, à travers nos propres équipes qui accueillent les patients, mais aussi parce que ces 16 000 personnes ont une vie professionnelle, personnelle, ont des déplacements qui méritent d'être interrogés, ont des pratiques qui méritent d'être articulées professionnellement au sein de l'établissement. Tout ce que nous entreprendrons aura un effet démultiplicateur et aura un effet possiblement positif si on s'y emploie, mais aussi négatif, soit si on ne fait rien, soit si on laisse les choses un petit peu couler. Donc, cette approche très englobante est parfaitement, je dirais, articulée, c'est travaillé et c'est disponible à travers la RSE qui intègre le développement durable. Et on y a été, nous, avec une volonté dès 2017, enfin, c'est à peu près à cette période-là que je suis arrivée au sein du CHU, ça préexistait très largement, mais ce qui a été introduit, c'était la notation par Vigéo. Vigéo est venu nous noter, nous donner une notation extra-financière qui nous a permis aussi beaucoup de travailler sur un screening très systématique de tous les champs qui certes englobe le développement durable un peu classique, mais une nouvelle fois, chez nous, tout sujet devient massif. Si on s'interroge sur les déchets, c'est une problématique qui, chez nous, va devenir colossale dès lors que l'on réfléchit en termes de déchets matériels. Est-ce que ce sont des ordures ménagères? On en produit beaucoup. Est-ce que ce sont des ordures papier? On en produit beaucoup. Est-ce que c'est couvert par le secret médical avec une filière d'élimination complexe? Est-ce que c'est du papier classique qui peut être réutilisé différemment? Est-ce que ce sont des déchets de blocs opératoires avec des métaux, avec des produits, des solvants, des produits dangereux qu'il va falloir mettre sous container et traiter avec une filière à part? Est-ce qu'il s'agit, donc vous voyez, c'est un exemple pour vous montrer même des déchets gazeux, lorsqu'aujourd'hui, dans nos blocs opératoires, je vous dis 50 000 interventions, on opère les gens avec des anesthésiants. Certains sont peu positifs ou du moins altèrent l'environnement. Comment est-ce que dans nos bâtiments anciens, on va pouvoir avoir des circuits de recyclage? Comment est-ce que dans les nouveaux bâtiments, on intègre, by design, immédiatement la réflexion sur ces circuits anesthésiques différenciés? Vous voyez, rien que sur ce qui pourrait être un micro-sujet dans une petite entreprise ou dans une entreprise dont l'empreinte d'activité, de production sera beaucoup moins sensible que la nôtre, devient chez nous un sujet avec des ramifications, avec des mobilisations de quasiment tous les professionnels. Et ça va du personnel au bloc opératoire, en passant par le jardinier, parce que entre-temps, le jardinier récupérera le compost qui proviendra de nos selfs, parce qu'à partir du moment où une nouvelle fois, on sert 2,5 millions de repas par an, eh bien, la lutte contre le gaspillage pour éviter de générer des déchets aussi, parce que on le souhaite, c'est éthiquement positif, mais le retraitement de tout ce qui peut être utilisé en compost versus ce qui peut être donné à des associations parce que on a
essayer d'avoir des circuits retravaillés avec des partenaires, ou alors de travailler sur la congélation, ce qui nous permet de décongeler au fur et à mesure. Donc, vous voyez, tous les sujets peuvent s'aborder d'une manière qui est vraiment à 360 degrés. Est-ce qu'on l'aborde par l'agent qui va en bout de chaîne prendre en charge, celui qui va commander au sein des achats, puisque c'est le dernier chiffre qui fait un peu frémir quand on y réfléchit à l'échelon individuel, mais qui, mis en perspective, devient beaucoup plus intelligible, c'est le 1,3 milliard de budget annuel de l'établissement. Donc, peu importe la personne qui sera à un moment donné en charge de ses missions hospitalières, il y aura un regard à porter. Vous dire qu'on le fait et qu'on arrive à susciter cette prise de conscience de tout à chacun serait à la fois très ambitieux et complètement... j'ai pas du tout cette prétention. Mais en tout cas, la prise de conscience y est. Et on a de magnifiques démarches individuelles qui se transforment en politique institutionnelle. L'une qui peut être très, très intéressante d'exposer parce que ça montre le fait qu'un individu peut changer le cours des choses. C'est une personne qui travaille au sein des blocs opératoires, qui est un personnel non médical, qui a eu l'envie de réfléchir sur les déchets qui étaient générés au sein de son bloc opératoire. Et petit à petit, de travailler sur une optimisation des filières existantes, créer de nouvelles filières d'élimination et le faire de façon systématique en mettant les choses au bon endroit, en ne se trompant pas dans les orientations, en essayant de créer une culture de minoration de production de ces déchets. Bref, ce qu'elle a fait toute seule est devenu une forme de challenge au sein de son bloc très, très rapidement. Elle a constitué une équipe. Cette équipe a challengé les autres blocs. Et donc, au bout je dirais, d'une grosse année et demie où ça a été mis en œuvre, alors je voudrais pas perturber ce qu'elle avait mis, et malheureusement, je vais pas forcément vous le retrouver. Si, c'est ça. J'avais trouvé dans son mail où elle nous parlait de sa démarche un indicateur qui était intéressant. L'économie représente 104 allers-retours Paris-New York. De gains et c'est vrai que ça parle beaucoup plus souvent à l'hôpital quand on essaye de rendre les choses un peu concrètes, on essaye de trouver des unités d'œuvre qui parlent justement pour rompre avec cette fatalité du gigantisme. Et cette démarche-là est intéressante à plusieurs égards. Le premier, c'est que c'est un agent qui a souhaité à l'échelle infiniment petite de son dynamisme, susciter le changement infiniment gros qu'elle est en train de réussir à passer. Deuxièmement, au-delà du collectif qu'elle a réussi à créer de façon à la fois dynamique et ludique, elle a des résultats palpables et elle démontre qu'on peut avoir des résultats tangibles et positifs en termes d'empreinte sur notre environnement. Et dernier sujet qui n'est pas des moindres, ça diminue les charges pour l'établissement. Donc, on a une forme d'action circulaire qui permet après de réinjecter ce qui a été fait dans d'autres opérations, qui démontre que, certes, la plupart du temps, ça génère des coûts supplémentaires, mais en tout état de cause, lorsque c'est pris, partagé, connu et que la démarche est mobilisante, en fait, tout simplement, on l'a fait intelligemment, on l'a fait régulièrement. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et là, on est en train de changer les pratiques bloc après bloc à partir de l'initiative d'un individu. Donc, c'est ce genre de choses qui est intéressant. La démarche individuelle qui fait boule de neige, au-delà, bien évidemment, de notre responsabilité institutionnelle qui va être, cette fois-ci, de à la fois créer un écosystème et une politique lisible et d'autre part, de changer cette fois-ci en général et de façon globale la manière dont notre CHU va fonctionner. Donc, si je prends le plus gros sujet, ça va être diminuer l'impact thermique dans la veine de ce qui est attendu dans le cadre de la loi Elan, des mesures de gaz à effet de serre que nous devons réaliser de façon régulière. Mais on a construit notre projet stratégique de développement pour les 10 prochaines années à travers l'analyse de notre bâti, en disant aujourd'hui, chaque mètre carré de nos quasiment 800 000 mètres carrés, donc
ça vous donne une idée, là encore, de ce que peut être le raisonnement, parce que 800 000 mètres carrés à chauffer, à maintenir, à entretenir, tout simplement, quand ce sont des bâtiments neufs, comme la plupart de nos bâtiments de pur pan haut, versus ceux qui sont un petit peu anciens à Rangueil, à l'Arrêt, à Salis-du-Salat. À chaque fois, c'est une vraie interrogation qui va avoir des conséquences lourdes, à la fois sur notre environnement, mais aussi budgétairement, et aussi en termes d'accompagnement de nos équipes. Le changement doit être anticipé pour que chacun se retrouve dans ce que l'on est en train de faire. Donc, on a décidé d'intégrer cette problématique de développement durable au cœur de notre réflexion stratégique lorsque l'on s'est interrogé sur notre projet médical. Quelles sont les synergies médicales, car c'est le cœur de notre activité. Nous sommes producteurs de soins, nous accueillons les patients. Donc, quelles sont nos orientations pour les 10 prochaines années médicales autour de ces synergies médicales, autour de ces orientations, de ces développements d'activités anticipées? Eh bien, à ce moment-là, on a essayé de voir comment bien positionner les activités au bon endroit, leur allouer le nombre de mètres carrés requis, les espaces requis, les structures requises, parce que parfois, bien évidemment, quand on fait de la médecine nucléaire, eh bien, on se doute qu'il faut anticiper, qu'il y aura des réseaux qui permettront de traiter le rejet des effluents nucléaires à la clé. Donc, on ne fait pas ça et on ne construit pas ce genre de bâtiment comme on réfléchirait à un simple bureau tertiaire. Donc, tout ce cheminement a été construit avec les professionnels autour de ce qui fait le cœur de leur métier, c'est-à-dire la prise en charge la plus moderne et la plus humaine possible des patients. Et ensuite, on a dit, voilà la localisation adéquate pour permettre au fonctionnement harmonieux de ces services les uns avec les autres, parce qu'ils sont tous interconnectés. Et voilà les bâtiments dont nous n'avons plus besoin. Ceux dont nous n'avons plus besoin, arrêtons de les avoir partiellement mités par des occupations et des parties un peu vides, des parties un peu vétustes, des passoires thermiques. On a essayé vraiment de faire cet inventaire de nos bâtiments, de telle sorte que l'on mette au bon endroit les bonnes équipes, qu'on réhabilite et qu'on fasse en sorte de baisser notre empreinte thermique. Ça, c'est véritablement une démarche qui ne peut procéder que d'une approche systémique, parce qu'on ne peut pas la faire par appartement. Il faut que ce soit une politique institutionnelle, qu'elle soit lisible, qu'il y ait après des efforts d'investissement significatifs qui soient engagés. Et là, je dirais qu'entre la formidable expérimentation individuelle qui a commencé dans un bloc et cette démarche, vous avez tout l'éventail des actions que l'on peut mettre en œuvre à l'échelle de l'établissement. Alors, vous avez parlé effectivement de ces initiatives individuelles et de la nécessité de créer cet effet d'entraînement qui crée l'adhésion aussi des gens pour réussir collectivement. On a, il y a quelques semaines, fait avec Rémi de Merseman une émission sur peut-on rester vertueux au cœur de la crise avec des représentants du secteur événementiel. Et je pense que vous êtes totalement évidemment touché par cette problématique. C'est-à-dire que comment fait-on pour continuer à porter finalement ces politiques RSE quand on est quelque part dans une tourmente, quand un événement imprévisible arrive et qu'on est au cœur comme ça de l'événement. Est-ce qu'on peut continuer à porter ces mesures? Est-ce qu'on a le temps et l'énergie parfois de le faire? Et c'est là où ça devient, c'est la différence entre l'inné et l'acquis. C'est que l'acquis, à un moment donné, doit venir nourrir l'inné. Et prendre soin de ceux qui soignent au moment où ils sont le plus exposés, c'est là où finalement, arrêter de s'intéresser à nos équipes soignantes parce qu'on serait au cœur de la crise n'aurait aucun sens. Donc, bien évidemment qu'on a renforcé les dispositifs en essayant d'être pertinent. Il ne s'agit pas, au moment de la vague 1, d'aller proposer des opérations au milieu du service de réanimation qui n'auraient pas de sens. A contrario, quand on voit la décroissance entre la vague 1 et la vague 2, quand on voit aujourd'hui qu'on a pu un petit peu alléger un certain nombre de dispositifs, même si nous ne désarmons pas aujourd'hui le moindre de nos lits parce que ce serait irresponsable, dans une pandémie comme on la connaît malheureusement,
tant qu'il n'y aura pas d'effet de la vaccination suffisamment fort. Mais ce sont à ce moment-là des actions de massage, des actions d'accompagnement, des appels à projets innovants qui ont été déposés et les soignants ont répondu de façon hyper rapide, très motivés, étaient heureux qu'on les sorte de cette problématique pour les amener à réfléchir un peu en équipe, à faire un projet qui, derrière, va leur permettre d'améliorer leur quotidien. Donc, on a eu beaucoup de dons Covid à la suite de la première vague, où les gens souhaitaient remercier les soignants. On a juste attendu la fin de la première vague pour lancer l'appel à projet qu'on vient d'attribuer, et on est en train, petit à petit, de créer des espaces de confort pour les soignants, davantage de garages vélos pour les vélos électriques, de proposer des petits ateliers de renforcement, de coaching collectif pour les équipes qui ont été les plus éprouvées. Donc, bien évidemment que, au contraire, l'attention que l'on prête à nos équipes, au soutien des équipes, ne s'arrête pas. Après, il y a des phénomènes un peu paradoxaux qui viennent faire régresser ce que l'on peut mettre en place, mais il ne viendrait à l'idée de personne de se dire que les masques qui nous protègent et qui certes vont générer des déchets importants, on le voit tout un chacun dans nos propres vies, mais chez nous, ce sont des masques à usage unique qui sont jetables au bout de plusieurs heures. Donc, il faut des filières qui nous permettent de les traiter. C'est pas parce qu'on en produit, parce qu'on est contraint d'en produire pour bien évidemment garantir la sécurité et des patients et de nos équipes que derrière, il ne faut pas immédiatement et voire avant même anticiper la manière dont ils vont être gérés, recyclés. De la même manière, le Covid nous a amené parfois à faire des arbitrages. Alors maintenant, on est rentré dans une phase plus organisée, mais en tout début d'année, on s'est tourné dans un circuit hyper court vers des entreprises qui nous ont aidés à nous fournir des petites bouteilles pour le gel hydroalcoolique. Nos services de pharmacie ont récupéré leur solution Princeps pour pouvoir faire du gel hydroalcoolique. Et donc, on a réussi comme ça à monter des partenariats très courts et il ne faudrait surtout pas les abandonner. Ensuite, bien évidemment, dans le cadre du respect du Code des marchés publics, et bien évidemment aussi du maniement des fonds publics qui exige que l'on fasse attention au prix auquel on achète. Mais tous ces éléments-là, qui sont des éléments consubstantiels de la gestion de crise, n'ont non seulement aucun impact sur les raisonnements de fond que l'on doit avoir en termes de RSE, mais bien au contraire, nous amènent à renforcer certaines de nos politiques. Donc, quand les soignants avaient besoin de nuitées, on a organisé les nuitées pour eux, on a organisé la garde de leurs enfants, on s'est retourné vers le rectorat pour pouvoir retirer le maximum de charges qui pesaient sur leurs épaules, je dirais, de vie quotidienne, et faire en sorte qu'ils puissent se concentrer à la fois sur leur travail et sur toutes les mesures sécuritaires qu'il fallait qu'ils embarquent face à la crise épidémique. Donc, le Covid, pour le coup, n'a rien obéré, bien au contraire, il a plutôt eu un impact démultiplicatif. Et puis je crois aussi que, regardez ce que l'on fait là, des relations visio, c'est aussi très bien. On prend l'habitude, moi je fais tous mes entretiens de recrutement maintenant par visio, c'est respectueux pour la personne qui est à l'autre bout de la France, qui n'aura pas à se déplacer, c'est mieux pour la planète. Et on arrive à s'habituer et à être dans une interaction qui est tout à fait constructive et à éviter, à partir du moment où c'est clairement présenté comme ça, des déplacements inutiles. Ce sont de nouvelles expérimentations et sans doute de nouvelles pratiques pour la suite. Même si il faudra être vigilant à ce que la convivialité perdure, parce que ça aussi, ça fait partie des points d'attention forts et de vigilance forts que nous avons. Tout le monde n'est pas heureux en télétravail et on fait des analyses auprès de nos équipes assez régulièrement pour voir comment ils vivent le télétravail et systématiquement ce qui revient c'est l'absence
ce petit moment de pause de café avec la collègue pour parler un peu d'autre chose et parfois même simplement pour parler de ce qui vient de se passer, mais sous un angle qui permet de faire descendre et la pression et les difficultés. Et ça peut manquer. Donc, il faut accompagner aussi les nouveaux usages et éviter que les balanciers ne soient trop rapides. Parce qu'on peut susciter des effets déstabilisants. On sait qu'il faut toujours accompagner le changement. Il est mieux vécu, il est mieux intégré et que parfois, on peut aller un peu vite avec plein de bonnes intentions et derrière, ça n'est pas couronné de succès. Merci Anne Ferrer, donc directrice générale adjointe du CHU de Toulouse, pour cet éclairage, pour nous avoir parlé des mesures et des engagements du CHU en faveur de la RSE. Et j'espère à bientôt. Merci à vous. Pour nous dire, dans une période peut-être un peu moins agitée, ce qui a pu également être développé au sein de cet établissement. Alors à bientôt.